Je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 7 janvier. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Hayari, 30 ans, a été inhumé aujourd'hui. Celui qui a perdu la vie mercredi à Taravo après avoir refusé d'obtempérer face aux gendarmes a été honoré par ses proches. Ces derniers sont toujours dans l'incompréhension. 180 millions de francs d'investissement pour 35 km de câbles au fond du lagon entre Teahupo'o et Tautira. C'est le projet de connexion prévu à la presqu'île pour les Jeux Olympiques 2024. Onati prépare le terrain. Vous entendrez l'avis des habitants dans cette édition. L'emploi en progression en Polynésie française. La barre symbolique des 100 000 personnes salariées a été franchie en 2022. Le taux de chômage a lui baissé, il est de 9 %. Pour parler de tout cela, mais aussi de l'inflation et des solutions pour y faire face, nous recevons Frédéric Doc, le président du MEDEF Polynésie. Demain, l'épiphanie sera célébrée et il est de coutume ce jour-là de déguster la galette des rois. Au Fénois, elle a toujours autant de succès, qu'elle soit frangipane ou bien végane. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Il s'appelait Hayari, ce jeune homme de 30 ans, décédé suite à des coups de feu des gendarmes mercredi à Taravo. Son corps a été restitué à sa famille hier après l'autopsie. Les proches et les amis se sont réunis aujourd'hui à la chapelle mormone de Papeari avant de l'accompagner vers sa dernière demeure. Kaline Liénard et Marcel Bonneau. Tu resteras toujours dans le cœur. Dans le cœur de tous ses proches, Hayari était un fils, un petit-fils, un frère, un cousin, un ami. Il est devenu père il y a 9 ans et c'est avec émotion que ses sœurs parlent de lui. C'est le plus grand des frères et sœurs. Il est plus gentil que nous. Sa grand-mère Madeleine se souvient d'un jeune homme gentil, celui qu'elle a élevé jusqu'à ses 12 ans, puis la vie, ses aléas et la maladie. La justice n'est pas de moi. La justice viendra de Dieu pour chaque chose en son temps. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde. Priez pour nous, nous prions pour vous aussi. Merci à vous tous. Peut-être qu'il était violent ailleurs parce que je l'ai dit dans le témoignage à cause de sa maladie. Mais même dans sa maladie, quand il vient vers nous, jamais il ne manquait de respect. Toujours respectueux. De ses grands-parents, il aura appris à gagner sa vie en transformant les produits de la terre pour les vendre dans les parkings des supermarchés. Lundi matin, j'ai dit à ma femme, tiens, je ne vois pas Hayari se promener sur la route. Parce que tous les lundis, il va vendre ses laitiers et ses tauta avec le manioc. Et c'est ce qu'ils racontent les autres. Des autres fois, ils ne prennent même pas l'argent, ils donnent seulement. Après ce dernier au revoir à Hayari, sa famille se lance dans une quête de vérité. Elle a déposé une plainte hier vendredi et elle compte également organiser une marche pacifique dans les prochaines semaines. C'est un câble sublagonaire qui doit être opérationnel avant la fin de l'année. 35 km de fibres entre Teahupo'o et Tautira seront posés pour les besoins des Jeux Olympiques de Paris. Après quelques réticences au début des échanges, la population de la presqu'île est désormais plutôt favorable au développement du réseau. Chiquita Teiva, Uberliao, Roan Poturu. Le Fénois Aihere, la partie encore sauvage de Tahiti, est en passe de s'ouvrir au monde grâce au déploiement d'un câble sublagonaire entre Tautira et Teahupo'o. La 4G, cela fait plus de 10 ans que ce propriétaire de pension l'attend. Depuis l'ouverture, on a fait des demandes en tout genre pour avoir l'Internet sans avoir de résultats. Et maintenant qu'on a la possibilité d'avoir la 4G, donc on est vraiment content. J'ai eu beaucoup de gens qui ont refusé de venir ici, surtout pendant les compétitions de surf, les journalistes, les professionnels dans les médias qui sont obligés d'envoyer leurs informations jour le jour, donc ils ne venaient pas chez moi à cause de ça. Situés tout au bout de la petite Tahiti, ces pensionnaires doivent se rendre sur le ponton pour être connectés. Mais être au bout du monde, ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde. Effectivement, c'est une des difficultés de cette pension. Parce que quand tu restes plusieurs jours ici, tu es obligé d'aller au bout du ponton pour avoir une 3G qui est relativement, j'ose pas dire merdique, mais c'est un peu ça quand même. Le haut débit, ce n'est pas encore pour demain, car ce sont 35 km de câbles exactement qui seront posés dans le lagon pour répondre aux exigences du comité olympique en matière de télécommunication. Les JO 2024 là exigent un double parcours entre Teahupo'o, où les compétitions vont se dérouler
et les États-Unis jusqu'à Paris pour le transport de tous les flux télécoms et notamment vidéo. Et ce double parcours, on peut l'assurer, Onati peut l'assurer avec ce cap sublagunaire entre Teahupo'o et Tautira. Le maire profite de cette opportunité pour sécuriser sa population alors même que certaines méfiances persistent. On veut bien la 4G, mais on ne veut pas de pylône. On ne veut pas bousiller la nature. Tu te rends compte un peu de voir deux pylônes là, qui ne sont même pas camouflables, à 40 mètres de haut, donc plus haut que les cocotiers. Non, on ne peut pas. Nous, au niveau du conseil municipal, donc c'est très important qu'on puisse avoir au moins un pylône tout au fond du Fénoé-Chiré, parce que beaucoup de populations habitent aussi donc dans cette zone-là et qui n'ont pas la connexion téléphonique. Le très haut débit pour la population du Fénois-Ihéré, c'est dans 1 an. Selon Onati, le câble sera opérationnel avant fin 2023. L'emploi en Polynésie française progresse en 2022. C'est ce que nous apprend la dernière enquête de l'Institut de la statistique réalisée au 2e trimestre 2022. Le taux d'emploi est à quasiment 54%. 100 000 personnes ont un travail, une activité, soit presque 2 000 de plus par rapport à l'année dernière. Et cela alors même que les aides post-Covid ont été supprimées. Pour parler de ces chiffres 2022, plutôt bon de l'emploi en Polynésie française, nous accueillons sur notre plateau le président du MEDEF Polynésie. Bonsoir Frédéric Doc. Bonsoir Maroki. Merci d'être avec nous. J'ai cité quelques chiffres qui illustrent la progression de l'emploi au Fénois. Quelle est votre analyse à vous, les chefs d'entreprise? Alors il faut déjà se satisfaire de ces chiffres, puisqu'ils démontrent que pendant la crise sanitaire, les aides du gouvernement du pays, mais aussi de l'État, auprès des salariés, auprès des entreprises, a permis de conserver l'emploi. Conserver l'emploi, mais conserver aussi les compétences qui ont été essentielles au moment de la reprise de l'activité touristique de ce début d'année et qui ont permis d'y répondre rapidement et donc, quelque part, d'accompagner cette reprise d'activité. On est encore loin tout de même du plein emploi, mais selon vous, c'est quand même une bonne année 2022, mais l'emploi reste fragile en Polynésie? C'est certain, quand on a presque un Polynésien sur 2 en âge de travailler qui n'est pas dans une activité déclarée, on se rend compte à quel point on est loin des objectifs. Et les objectifs, pourquoi? Ils sont essentiels. Pourquoi il est essentiel de créer de l'emploi déclaré? Puisqu'il est nécessaire de financer évidemment notre santé. On a pu le voir hier soir dans votre reportage à propos de l'hôpital, du CHPF, pour lequel il monte plusieurs milliards. Ces milliards-là, en général, ils sont financés par les cotisations sociales qui sont elles-mêmes assises, évidemment, sur les salariés. Et donc, il est indispensable de créer de l'emploi pour financer la santé, la retraite, la solidarité, le service public. Et aujourd'hui, avec un Polynésien sur 2, je le redis, qui n'est pas dans une activité déclarée, on est à peu près certain de ne pas y arriver. Et quels sont les domaines, selon vous, porteurs en 2023, justement, en matière d'emploi? Alors déjà, il faut voir que dans les Polynésiens qui sont effectivement hors radar, on va dire ça comme ça, il y en a une partie qui souhaite travailler et il y a une partie qui est extrêmement éloignée de l'emploi. Avec le gouvernement, le MEDEF a travaillé pour tout faire pour ramener une partie de cette population dans l'activité économique. C'est pour ça qu'on a constitué un dispositif qui s'appelle les sociétés d'insertion par l'activité, qui est en train d'être lancé avec l'appui du pays et qui devrait permettre de créer dans des activités qui n'existent pas encore. On pense par exemple à l'aide à la personne, on pense à l'économie circulaire, on pense à tout ce qui touche à la préservation de l'environnement. Donc des nouvelles activités qui vont permettre effectivement de faire revenir des gens dans l'emploi déclaré et peut-être demain dans l'emploi salarié. Vous avez parlé de l'emploi salarié, de l'emploi déclaré. En tout cas, vous pensez qu'il faut lutter plus durement contre le travail au noir? C'est une certitude. Tout le monde sait qu'en Polynésie, il y a une partie de travail dissimulé, on appelle ça. Il faut absolument que ces gens cotisent aussi, encore une fois, à l'ensemble du financement de la solidarité, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, il y a un travail à faire. Le pays doit se l'accaparer. Il a déjà commencé à le faire, mais en tout cas, on a encore beaucoup de choses sur ce point-là à évoluer. À côté de ça, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que sans développement économique, on ne créera pas d'emploi. Et donc, aujourd'hui, la priorité, c'est ce qu'a commencé à faire le pays dans certains domaines. Il faut créer de l'activité, du développement économique. Pour soutenir le pouvoir d'achat, le MEDEF a proposé cette prime du pouvoir d'achat qui a été adoptée à l'Assemblée au début du mois de décembre. Elle est exonérée de CST. Est-ce qu'on sait combien d'entreprises au Fénois
jouent le jeu et ont commencé à verser cette prime à leurs salariés? Beaucoup. En tout cas, beaucoup le feront fin janvier, puisque la prime est effective que depuis ces jours-ci. Donc ça n'a pas pu être fait au mois de décembre, ça ferait au mois de janvier. Beaucoup de secteurs se sont déjà accordés pour verser à l'ensemble des salariés cette prime pouvoir d'achat. Donc ça sera effectif d'ici le prochain bulletin de salaire. Donc les choses ont effectivement avancé. Elle va permettre cette prime, elle reste payée évidemment par l'entreprise et par l'activité économique, mais elle permet de peser moins lourd dans les comptes de l'entreprise, puisqu'elle est effectivement, comme vous le dites, exonérée de charges. Justement, pour terminer sur le pouvoir d'achat, il y a une opposition ferme entre les patrons et le syndicat sur ce sujet. Vous avez choisi la prime exceptionnelle, cette prime du pouvoir d'achat, alors que les salariés, les syndicats demandent une augmentation des salaires avec 8% d'inflation en un an. Est-ce que la hausse des salaires est inévitable finalement dans les mois à venir pour compenser l'augmentation des prix des produits à la consommation? Alors, il faut savoir que l'augmentation des salaires, en tout cas pour ce qui relève du SMIC, a déjà été effective. Aujourd'hui, le SMIC, depuis fin 2021, a pris plus de 10%. Et pour les autres? Voilà. Et pour les autres, il y aura forcément des discussions, on verra comment que les choses évoluent. Il y a déjà des petits efforts qui ont été faits, jamais suffisants, et c'est pour ça que la prime pouvoir d'achat est venue compenser ce manque, effectivement, de perte de pouvoir d'achat, en tout cas cette perte de pouvoir d'achat, à les autres catégories, hors SMIC, évidemment, qui, elles, encore une fois, ont profité pleinement des règles et de la réglementation qui impose une augmentation automatique. Toute dernière question, quelle doit être la priorité économique, selon vous, pour 2023, rapidement? Alors, on se réjouit déjà d'entendre les propositions des partis et des candidats aux prochaines élections, puisqu'il va falloir qu'ils nous expliquent chacun d'eux quel est leur modèle économique, parce que sans développement économique, il n'y a pas d'emploi. Sans emploi, il n'y aura pas d'équilibre des comptes sociaux, c'est ce qu'on vient d'expliquer à l'instant. Mais des pistes, il y en a plusieurs. Il y en a qui ont déjà été lancées par le gouvernement. Je pense à la transition énergétique. Le pays a déjà fixé un cadre. Il a déjà lui-même engagé un certain nombre de travaux à travers ses propres établissements. Je pense évidemment à la TEP, mais on avait aussi le bel exemple de DT hier soir dans votre journal sur les éléments nécessaires à la transition énergétique qui ont commencé à être mis en place et qui vont permettre de développer le photovoltaïque. Donc on a effectivement ce point-là. Il y a bien sûr l'activité touristique. J'ai entendu dire que le village tahitien allait redémarrer. C'est indispensable. On voit bien à quel point aujourd'hui il faut rebondir sur cette reprise de la volonté du monde entier de venir en Polynésie. Donc ça, c'est un point. Et évidemment, d'autres sujets, encore une fois, on attend avec beaucoup d'intérêt les propositions et les modèles, en particulier des partis politiques qui nous présenteront lors de cette campagne qui s'avère d'être extrêmement intéressante. Merci beaucoup Frédéric Doc. On suivra bien sûr vos propositions tout au long des élections territoriales, propositions du MEDEF Polynésie. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la star de ce week-end et certains n'ont pas attendu pour la déguster. La galette des rois sera sans doute sur toutes les tables demain, dimanche, jour de l'épiphanie. Une véritable aubaine pour les boulangers et les pâtissiers de Tahiti. Qu'elle soit à la frangipane ou au chocolat ou même vegan, la galette trouve toujours son roi. David Chong et Melissa Chong. Si les rois mages étaient véganes, voici sans doute à quoi ressemblerait la fameuse galette de l'épiphanie. Cette pâtisserie végane sort des sentiers battus pour toujours proposer ses propres créations. Et en plus de ça, c'est la seule en Polynésie. Le challenge, ça a été de sortir quelque chose, un feuilletage digne de ce nom et une frangipane gourmande, digeste, légère et végane. Ici, les pâtisseries sont donc sans beurre et sans œufs. Une véritable prouesse et en plus de ça, elles sont moins grasses. Et cela vaut surtout pour la galette. Le beurre, on passe par la margarine, les œufs par la compote de pommes et ensuite le lait par du lait de soja. Mais c'est bien dans les pâtisseries traditionnelles que la galette des rois est la plus populaire. Pour ce couple de Fa'a ce matin, difficile de résister à l'appel de la frangipane. Je trouve que la pâte feuilletée, elle est bien meilleure que celle qu'on peut trouver ailleurs. Ouais. Frangipane chocolat et on a déjà aussi framboise pistache aussi. La fête des rois, une période faste. En 2 semaines, cette boulangerie a écoulé plus de 300 galettes. Les employés sont très sollicités. En carbone, on est obligé, et surtout par rapport à la demande des clients, je ne compte même pas les heures. Je ne sais pas. Je fais beaucoup d'heures pour ça, mais je ne sais pas. Et bien sûr, pour être le roi ou la reine de la journée, il faut trouver la fève. Certains restaurants mettent une touche locale et cachent une perle de Tahiti dans leur pâtisserie.
Du sport désormais, la Fédération tahitienne d'athlétisme cherche les athlètes les plus rapides de Polynésie. Et pour cela, elle organise samedi prochain, le 14 janvier, la première édition de la Patri Race, une compétition dédiée aux épreuves de vitesse, notamment l'épreuve reine du 100 mètres. Une récompense de 100 000 francs est prévue pour le vainqueur, ainsi qu'un ticket pour les championnats du monde d'athlétisme. Et du sport toujours, du football cette fois, vous le savez peut-être, Didier Deschamps a été prolongé dans ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France. Il a rempli pour 4 années supplémentaires et reste en poste jusqu'en 2026. Une prolongation logique compte tenu des résultats des Bleus. En 5 grands tournois internationaux, son bilan est exceptionnel. Un 8e de finale à l'Euro 2021, un quart de finale à la Coupe du Monde 2014, 2 finales, l'Euro 2016 et donc la Coupe du Monde 2022 et un titre de champion du monde, c'était en 2018. Si Didier Deschamps va au bout de son contrat, il aura passé 14 ans à la tête de l'équipe de France. À quoi ressemblera la médecine de demain? Quelle technologie pour nous soigner dans les années à venir? Réponse à Las Vegas, dans un immense salon où sont réunis des startups du monde entier. Elle nous propose les dernières innovations technologiques. On y croise des jumeaux numériques ou encore des autotests très puissants. Le reportage aux États-Unis de nos confrères de France 2. Le Français Dassault Systèmes a utilisé son savoir-faire dans les logiciels aéronautiques et automobiles pour modéliser la plus complexe des machines, le corps humain. But, que chacun de nous ait à terme un jumeau numérique médical. On pense qu'on peut maintenant recréer des copies parfaites de votre cerveau, de vos poumons, de vos reins et de votre foie. Et donc, le médecin peut faire des simulations, faire une opération chirurgicale sur votre jumeau numérique et ensuite faire l'opération réelle sur vous plus rapidement et efficacement. Le médical connecté est la grande tendance. Cette autre entreprise française a inventé un véritable laboratoire d'analyse d'urine miniature qui s'installe aussi facilement qu'un bloc WC et envoie les résultats à votre médecin. Miniature aussi ce nouveau test Covid et grippe révolutionnaire. Il suffit de souffler dedans et en 60 secondes, vous savez si vous êtes infecté par un virus. Cette start-up française de Limoges, elle, vient de gagner le trophée de la meilleure application de l'année pour aider notamment les dyslexiques. Ce que je ne comprenais pas de ce texte-là, après l'avoir exploité, voilà ce qu'il devient avec Maïdis. Il est aéré, les lignes sont écartées et l'ensemble des confusions qui étaient dans mon cerveau ont été soulignées par des couleurs et ce qui me redonne le sens aujourd'hui de la lecture. Les Coréens, eux, sont venus s'attaquer à un autre problème. Le concert assourdissant des ronfleurs. Voici donc la solution, un oreiller ultra technologique, commandé par le micro de votre smartphone qui surveille votre sommeil. Au premier bruit de ronflement, des airbags à l'intérieur de l'oreiller analysent votre position, se gonflent en fonction et redressent votre tête. Ça permet de mieux respirer et donc de faire cesser les ronflements sans vous réveiller. Et l'industrie des cosmétiques s'empare aussi évidemment de ces nouvelles technologies avec par exemple ce petit appareil étonnant. Sur mon appareil photo, je vais prendre un portrait qui va me dire à quel point j'ai mauvaise mine ou pas. Au même moment, une imprimante 3D se met à réaliser mes propres vitamines. Et voilà, j'ai désormais mes propres vitamines faites sur mesure, thank you very much, avec a priori la dose parfaite pour mon traitement anti-rides. C'est même à la pastèque. Ce système fonctionnera en livraison avec, à la clé, vous l'imaginez bien, un énorme marché. Et on n'arrête pas le progrès. À retenir l'information principale de ce samedi soir. Après plusieurs mois de préparation, c'est à la fin de l'année que le câble sublagonaire entre Te Ahupo'o et Tautira sera posé. Le tracé est terminé. 35 km de fibres pour les besoins des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité organisateur va entièrement financer les travaux à hauteur de 180 millions. En plus de sécuriser la connexion avec l'international, ce câble permettra aussi d'améliorer la couverture mobile au Fénois Eiheri. À la télévision, ce samedi soir sur Polynésie la Première, la saga colombienne La Reine et le Conquérant, puis la série Blacklist. Merci pour votre fidélité. Retrouvez toutes ces informations sur notre site internet. Demain, vos éditions radio, ce sera à partir de 6h30. Passez une très belle soirée. Je vous dis à demain soir.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.